Bonjour à toutes et à tous. C'est après avoir assisté à une scène traumatisante que Victor Hugo a décidé d'entreprendre l'écriture du dernier jour d'un condamné. Un soir de 1828, il observe un bourreau graisser la guillotine sur la place de l'hôtel de ville. Hugo comprend qu'un homme mourra le soir même. Cette pensée l'inspire. Dès aujourd'hui, il écrira pour lutter contre la peine de mort. Le court roman d'Hugo peut se lire comme le journal intime d'un condamné qui se livre à ses dernières pensées et confessions durant les 24 dernières heures précédant la terrible sentence. Ici, le moi romantique est encore de mise. Le romantisme permet à Hugo de montrer l'absurdité des théories pénales et d'une justice qui favorise encore la peine de mort. Pourtant, cette idée n'était pas encore développée par les penseurs des Lumières. Diderot et Kant étaient favorables à la peine de mort et y voyaient une sentence juste et adaptée aux crimes commis. La punition est encore trop faible pour mettre à mal les criminels. Hugo, lui, est révolté par ce genre de pratique. C'est pourquoi cet incipit est un vrai réquisitoire contre la peine de mort. Il va chercher à montrer au sein de ce premier chapitre l'aspect tragique de la condamnation à mort afin de susciter la compassion chez le lecteur. Victor Hugo, né à Besançon le 26 février 1802, mort à Paris le 22 mai 1885. Figure littéraire hors pair, Victor Hugo est très jeune, attiré par la poésie et la gloire liée à l'écriture. Ses premiers succès lui apportent la célébrité. Poète, romancier, auteur dramatique, engagé politiquement, son roman « Le dernier jour d'un condamné » en est le prélude en 1829. Exilé sous le Second Empire, ce génie traverse son époque, la marquant par sa vitalité, ses combats, ses convictions et son immense talent. Son œuvre poétique est marquée notamment par les Odes et Ballades en 1828, les Châtiments en 1853, les Contemplations en 1856 et la Légende des siècles de 1859 à 1883. Comme son œuvre romanesque est dominée par Notre-Dame de Paris en 1831 et Les Misérables en 1862. Après la préface manifeste de Cromwell, Victor Hugo entre de façon fracassante dans le milieu du théâtre du début du XIXe siècle avec Hernani en 1830 et la célèbre bataille au moment de la création à la Comédie Française. Hugo est alors le chef de file incontesté de l'école romantique. Dans l'écriture de ces drames, passion et politique sont des forces qui s'entrechoquent, et les fulgurances de l'action dramatique révèlent au cœur pur la seule voie, funeste et héroïque, qui leur est ouverte. La décennie suivante voit la présentation sur scène de ces drames. Le roi s'amuse en 1832, interdite après la création, Lucrèce Borgia en 1833, Marie Tudor en 1833, Angelo, Tyran de Padoue en 1835, Ruy Blas et Marion Delorme en 1838, jusqu'à l'échec des Burgraves en 1843. À la fin de sa vie, Victor Hugo reviendra au théâtre avec l'écriture de plusieurs pièces, dont la série du Théâtre en liberté. Victor Hugo a, pour sa part, toujours été un homme libre. Si libre que sa pensée lui a valu un exil. Mais pour l'auteur romantique, l'esprit et la création sont plus forts que tout. Le roman s'ouvre sur un monologue interne du narrateur, un prisonnier, vivant depuis 5 semaines avec l'idée de la mort. Il se rappelle son passé empreint de liberté, mais n'a de cesse d'être hanté par sa condamnation à mort. Quoi qu'il fasse, cette pensée l'obsède. Le narrateur fait ensuite un retour dans le passé et nous raconte le jour de la proclamation de sa condamnation à mort à l'issue de son procès. Il nous en donne quelques détails et décrit les juges, les jurés, la salle d'audience, ainsi que l'atmosphère y régnant. Le procès a duré 4 jours et a accueilli un grand nombre de spectateurs. Le narrateur nous confie ses impressions et ses sentiments, notamment son inquiétude et sa terreur face à la mort l'empêchant de dormir. Lors de la dernière journée de son procès,
le prisonnier croise les 12 jurés en se rendant dans la salle des assises. Enfin, la sentence tombe et tout s'écroule pour le prisonnier. Le condamné semble accepter la sentence et se livre, sous la forme d'un monologue interne, à une réflexion sur le bien fondé de sa condamnation à mort. Il semble ne pas regretter cette vie où chaque homme est condamné à une mort indéfinie. Il pense à tous ceux qui sont morts avant lui sur la place de la Grève et tente de se rassurer malgré le sentiment d'horreur qui l'habite. Le prisonnier monte ensuite dans une voiture pour être transféré à la prison de Bicêtre. Lorsqu'il y arrive, il nous fait la description d'un lieu hideux aux airs de forteresse royale. Le narrateur nous parle ensuite de son arrivée à la prison de Bicêtre et nous raconte la délicatesse avec laquelle il est traité dans les premiers temps avant d'être traité avec brutalité, comme un détenu ordinaire. Il nous fait part de son quotidien en détention et de ses relations avec les autres prisonniers et le personnel. Au cours d'un long monologue interne, le prisonnier nous dévoile sa décision de mettre ses pensées et son histoire à l'écrit. L'écriture devient un exutoire à sa vie monotone et terne à l'intérieur de la prison. Il écrit pour se distraire, communiquer ses souffrances intérieures, les transmettre et faire abolir la peine de mort. Le prisonnier remet ensuite sa démarche en question. Il a l'espoir qu'un jour, quelqu'un s'intéresse à son cas et le sauve. Néanmoins, l'idée de sa condamnation continue de l'obséder. Pour s'occuper en attendant son pourvoi en cassation, le condamné compte les jours qu'il lui reste à vivre en faisant la liste des procédures à mettre en œuvre dans le cas d'un procès. Le temps qu'il estime est de 6 semaines. Le prisonnier rédige son testament. Il nous livre pour la première fois des éléments personnels sur sa vie. Il parle de sa petite fille de 3 ans, de sa mère de 64 ans, ainsi que de sa femme qu'il va laisser sans aucune protection derrière lui. Le narrateur retourne à la description et nous présente sa cellule sans fenêtre, meublée d'un simple matelas en paille. Il décrit aussi le long couloir, bordé par les cellules des forçats et des autres condamnés à mort. Ensuite, pour passer le temps, il lit et tente de décrypter les inscriptions et les dessins laissés par d'autres prisonniers, couvrant les murs de sa cellule. L'image d'un échafaud dessiné sur le mur le perturbe particulièrement. De nouveau assis sur la paille à contempler des inscriptions murales, il découvre les noms de célèbres criminels ayant séjourné dans sa cellule et étant connus pour des actes horribles. Cette idée lui provoque un nouveau sentiment de panique. Une fois endormi, il est brusquement réveillé par une araignée qui lui monte sur le pied. Les jours passent et le narrateur se rappelle un événement particulier à la prison qu'il a pu observer depuis une fenêtre. Les préparatifs pour le départ des forçats au bagne de Toulon. Il s'attarde sur la description de la grande cour de Bicêtre et de l'architecture de ses bâtiments vétustes. Cet événement nous est présenté comme un véritable spectacle en 3 actes. La visite médicale, la visite des geôliers, puis le ferrage. Il nous parle du traitement inhumain réservé à ces condamnés enchaînés, trempés par la pluie, nus et attachés au milieu de la cour où ils chantent leur malheur. Ce spectacle désolant révolte le narrateur qui, pris de panique, tente de s'enfuir, mais s'évanouit sur le champ. Lorsqu'il revient à lui, il se trouve dans l'infirmerie. C'est la première fois depuis quelque temps qu'il se trouve dans un lit, sur un véritable matelas. Il se rendort, puis est réveillé par le bruit des charrettes transportant les forçats au bagne. Profondément touché par cette scène, le narrateur affirme alors préférer la mort à l'enfer du bagne. Le lendemain, il quitte l'infirmerie pour retourner dans sa cellule. Il pense à une éventuelle évasion, puis l'espoir renaît de nouveau dans son esprit et il pense à la grâce. Il semble tenir à la vie plus que jamais. Durant ces quelques heures de liberté à l'infirmerie, le narrateur se souvient avoir entendu une jeune fille chanter une chanson en argot alors qu'il était assis au soleil près d'une fenêtre. La chanson évoquait l'histoire d'un voleur annonçant à sa femme qu'il a tué un autre homme. Le narrateur souligne le contraste entre la douceur de cette voix et l'atrocité des paroles. Le narrateur est de nouveau animé par un sentiment de panique et de terreur. Tout à Bicêtre lui rappelle la mort.
Le narrateur entre à présent dans une phase de rêve. Il rêve de s'évader. Il s'imagine hors de la prison, dans le port du Havre, prêt à embarquer pour l'Angleterre. Son rêve est brutalement interrompu par la pensée de sa condamnation à mort, qui revient sans cesse. Le narrateur n'a pas vu le temps passer en écrivant, et la cloche sonne 6 heures du matin. Le guichetier entre dans son cachot et lui demande avec une grande gentillesse qui lui semble suspecte ce qu'il souhaite déjeuner. Le narrateur se demande si son exécution approche. Le directeur de la prison lui rend visite à son tour. Il se montre doux et serviable, lui demandant s'il peut lui être utile et l'invitant implicitement à ne pas se plaindre du personnel de la prison ni de lui-même. Le narrateur pense que son heure est venue. Pris d'une nouvelle crise de panique, il imagine la prison comme une espèce de monstre hybride, moitié humain, moitié objet, qui le torture et veut le tuer. Pour lui, le directeur et les guichetiers sont la personnification de la prison. Le prisonnier reçoit 2 visites consécutives. La première est celle d'un prêtre qui lui demande s'il est prêt pour ce qui l'attend. Cette question lui donne des vertiges et des sueurs froides. La seconde visite est celle d'un huissier de la cour royale qui lui apprend que le pourvoi en cassation est rejeté et que l'exécution aura lieu le jour même. Place de Grève. L'huissier lui annonce qu'il reviendra le chercher 1 heure plus tard. Le prisonnier est transféré à la conciergerie de Paris. Il laisse sa cellule vide et raconte son voyage. Une femme croisée sur la route semble se délecter du spectacle. Il aperçoit les tours de Notre-Dame et nous relate sa discussion avec le prêtre et l'huissier, durant laquelle il reste peu bavard et paraît pensif. Le convoi arrive aux alentours de 8h30. La foule, excitée et avide de sang, est déjà attroupée pour ne pas manquer le spectacle morbide. Le narrateur arrive au palais de justice où il est remis au directeur par l'huissier. Il fait la rencontre d'un autre condamné à mort qui attend son transfert pour Bicêtre et occupera la même cellule que lui. Ce dernier, fils d'un ancien condamné à mort et ancien bagnard, lui raconte son histoire et les raisons de sa condamnation. Il s'empare ensuite de la belle redingote du narrateur et l'échange contre sa propre veste. Envahi par une furieuse colère, le narrateur réalise que la mort le rend méchant. Il est plein de rage et d'amertume. Il aurait voulu étrangler l'autre prisonnier. Le protagoniste est finalement transféré dans une autre cellule, sans fenêtre et très bien gardée. On lui apporte à sa demande une chaise, une table, un lit, ainsi que tout le nécessaire pour écrire. Il est 10 heures et l'exécution approche à grands pas. Le condamné pense à sa fille de 3 ans, Marie, qui restera sans père et risque d'être repoussée par les autres à cause de sa condamnation. Il se demande qui l'aimera s'il n'est plus là pour le faire et espère qu'elle s'habituera à sa nouvelle vie d'orpheline. Il se remémore les moments vécus avec elle. Pris d'une crise de panique et d'une peur paralysante, il s'inquiète de la manière dont on meurt sur l'échafaud. Il se souvient avoir aperçu un échafaud lors d'une exécution place de la Grève et avoir détourné le regard. Malgré tout, le jeune condamné se laisse envahir par l'espoir d'une grâce royale. Le prêtre lui rend de nouveau visite, mais tient un discours vide d'émotion et de compassion. Peu touché par le sort du prisonnier, il suscite l'agacement de ce dernier, qui finit par le renvoyer, préférant rester seul. Le narrateur se plaint du manque de compassion des prêtres envers les condamnés. Il ne parvient pas à manger. Son introspection est interrompue par l'arrivée d'un architecte venu prendre les mesures de sa cellule. Le narrateur comprend que la prison sera rénovée dans 6 mois, une amélioration qu'il n'aura pas l'occasion de voir. Un autre gendarme prend la relève. Brusque, superstitieux et obsédé par la loterie, il demande au prisonnier de lui rendre visite en rêve après son exécution pour lui révéler les 3 numéros gagnants de la loterie. Le condamné tente de profiter de cette étrange demande. Il propose d'échanger ses vêtements avec le gendarme pour s'évader, mais ce dernier refuse. Sentant la fin approcher, le narrateur se réfugie dans la douceur de ses souvenirs d'enfance. Il revit des moments passés avec sa petite amie Pepa, une jolie Espagnole avec qui il a échangé plusieurs baisers au cours d'une soirée marquante. Il tente de se rattacher à la beauté et à la douceur de la vie.
pour la première fois, son crime est évoqué. Il tente de se repentir et réfléchit à la vie qui continue pour les autres, enviant les banalités que les gens vivent au quotidien, en ce moment même. Le narrateur se souvient du jour où il a visité la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le son de la cloche avait fait trembler tout le toit de la cathédrale et il avait failli tomber. Enfin, il décrit l'hôtel de ville, un édifice sinistre et triste qui lui rappelle la place de la Grève et les exécutions qui s'y déroulent. Il est 1h15. Il ne reste plus que 2h45 à vivre au narrateur. Il est pris de violents maux de tête et de douleurs physiques insoutenables. D'après les rumeurs, personne ne souffre sous la guillotine, mais il se demande qui a pu en témoigner, puisque aucun guillotiné n'est jamais revenu pour raconter son ressenti. La pensée de son exécution le fait encore plus souffrir. Le narrateur se laisse de nouveau envahir par l'espoir d'une grâce accordée par le roi Charles X. Il traverse des états émotionnels très différents en peu de temps. Finalement, il décide d'affronter la mort avec courage. Il imagine ce que pourrait être la vie après la mort, pensant à des morts présents pour assister à son exécution et à un démon qui viendrait assassiner son bourreau. Il songe aussi au devenir de son âme après sa mort et demande à voir un prêtre. S'endormant, il rêve qu'il se trouve en compagnie de ses amis, mais il est brusquement réveillé par une vieille femme présente dans son rêve. On lui annonce la visite de sa fille. Lorsqu'elle arrive, elle ne le reconnaît pas, car cela fait 1 an qu'elle ne l'a pas vu. Le narrateur tente de lui faire comprendre qu'il est son père, mais elle reste distante, et il ressent que plus rien ne le rattache à la vie. Pendant la dernière heure qui lui reste, il se replonge dans ses pensées. Il imagine les détails de son exécution, le bruit de la foule, les insultes, les gendarmes et la place de Grève. Il se représente une foule insensible, avide de sang, applaudissant et se réjouissant de sa mort. Il pense également aux condamnés qui viendront après lui, exécutés dans la plus grande indifférence. Après le départ de sa fille, il songe à lui écrire une histoire pour qu'elle garde un souvenir de lui. Une note de l'éditeur précise que les feuillets de ce chapitre ont disparu ou que le condamné n'a pas eu le temps de les écrire. Le narrateur se trouve dans une chambre à l'hôtel de ville. On l'avertit qu'il est l'heure. Il décrit les préparatifs. Le bourreau et ses 2 valets lui coupent les cheveux et le collet, puis on lui lie les mains. Le convoi se met en route vers la place de Grève, où une foule de curieux s'est rassemblée pour assister à l'exécution. Encore animé par un ultime espoir, il supplie un commissaire chargé de suivre l'exécution de lui accorder 5 minutes de plus, espérant une grâce de dernière minute. Le roman se termine sur la montée du condamné vers l'échafaud, à 16h pile. Dans le premier chapitre, qui constitue également l'incipit du roman, Victor Hugo met en scène une cohabitation presque physique entre le prisonnier et l'idée de la mort. L'attente interminable du prisonnier dans sa cellule est accentuée par l'emploi du présent de narration et de l'adverbe de durée, toujours. Sa solitude est mise en avant à plusieurs reprises. Victor Hugo présente le condamné comme un homme ordinaire, forcé de cohabiter avec la mort et de faire face à cette fatalité tragique qui le hante et l'obsède. Tout son esprit est tourné vers la mort, qu'il compare à un spectre de plomb pesant constamment sur ses épaules. La mort est également personnifiée par le narrateur, qui la décrit comme seule et jalouse, ou comme se tenant face à face avec lui. Dans le deuxième chapitre, le condamné relate le moment du verdict prononcé par le juge et la réaction de la foule. Victor Hugo retranscrit l'impuissance du condamné face à la violence de la peine infligée par le monde extérieur. Le condamné apparaît comme un simple spectateur passif du procès, bien qu'il en soit le sujet principal. Il n'est pas sollicité par ses accusateurs et semble incapable de comprendre ce qui se passe. Cette passivité est illustrée par un champ lexical associé à l'absence et à l'inertie, avec des termes tels que « absence »,« rien »,« manqua »,« écoutait » ou encore « me lutte ». L'impuissance du condamné à s'exprimer
se manifeste également par des formules verbales restrictives telles que « rien ne me vint »,« je voulus » ou encore « je ne pus que ». En contraste, le rythme saccadé des phrases brèves reflète les émotions intenses qui agitent le narrateur. Le condamné se trouve dans un état d'incompréhension et d'incertitude. Une scission apparaît entre deux mondes, celui du narrateur et celui des personnes qui l'entourent. Cette séparation est symbolisée par l'image de la clôture. Victor Hugo souligne ici l'enjeu central de la condamnation à mort. Le condamné, isolé, ne fait déjà plus partie du monde des vivants. Dès le début du roman, Victor Hugo instaure une opposition fondamentale qui traverse tout le récit, celle de deux mondes imperméables l'un à l'autre. D'un côté, l'intériorité du condamné, bouleversé et terrifié par les événements. De l'autre, un monde extérieur indifférent ou se réjouissant de sa condamnation. Le troisième chapitre plonge les lecteurs dans les pensées les plus immédiates et spontanées du narrateur grâce au procédé du monologue interne. Le narrateur est traversé par des pensées contradictoires, oscillant entre l'acceptation de son sort tragique et l'horreur face à l'idée de sa propre mort. Cette agitation intérieure est rendue dans le texte par des questions rhétoriques marquées par l'anaphore du mot « combien ». Ce balancement constant entre espoir et désespoir deviendra un motif récurrent qui animera le narrateur tout au long des chapitres suivants. Dans le quatrième chapitre, Victor Hugo pose le cadre de son récit en décrivant les détails sordides de la prison où le condamné est détenu. Par le registre réaliste, il dépeint un lieu atroce et sans âme, reflet de l'état d'esprit du narrateur. Cette description met en lumière la misère quotidienne des prisonniers, accentuant l'atmosphère lugubre du récit. Le cinquième chapitre, qui narre l'arrivée du condamné à Bicêtre, fournit des informations essentielles tout en maintenant l'anonymat du protagoniste. Son nom et la raison de sa condamnation demeurent inconnus, ce qui favorise l'identification du lecteur au narrateur et donne une portée universelle à son témoignage. Le récit de la vie du condamné en prison, marqué par des ellipses temporelles, confère à l'histoire une vraisemblance accrue, tout en ne retenant que les éléments essentiels. Ce procédé rapproche le texte du genre du journal intime. Lors des interactions entre le narrateur et les autres prisonniers, Victor Hugo mélange les niveaux de langue, soutenu, courant et familier, notamment par l'usage de l'argot. Ce mélange s'accompagne d'une alternance entre la prose et des éléments oraux, enrichissant la diversité stylistique du récit. Les chapitres 6 et 7 renforcent le lien d'intimité entre le narrateur et le lecteur en adoptant une structure de journal. La souffrance du prisonnier y est mise en avant par le registre pathétique et une ponctuation exclamative abondante. À travers ces passages, Victor Hugo explore les objectifs de l'écriture. Pour le narrateur, elle devient un moyen de défendre une idée, de compenser sa solitude et d'exorciser son désespoir. Le doute du narrateur quant à ses capacités d'écrivain peut être interprété comme une métaphore de l'angoisse de l'écrivain face à la création. Enfin, ces chapitres illustrent une fois de plus l'alternance entre espoir et désespoir, lutte et résignation, qui constitue le fil conducteur de l'œuvre. Dans le chapitre 8, le décompte froid des jours qu'il reste à vivre au condamné se transforme en un compte à rebours oppressant. Le prisonnier finit par perdre la notion du temps passé en captivité. Contrairement à ce que suggère le titre, le dernier jour d'un condamné ne se déroule pas en 24 heures, mais sur environ une semaine, ponctuée de retours dans le passé. Pour Victor Hugo, l'unité essentielle n'est pas celle du temps, mais celle de l'action. Dans le chapitre 9, l'auteur met en lumière la souffrance psychologique provoquée par une condamnation à mort. À travers le registre pathétique, Victor Hugo démontre que la peine capitale arrache définitivement une personne à ses proches, sans pour autant apaiser les victimes. Au contraire, elle peut aggraver l'injustice, en particulier lorsque des innocents sont condamnés, bien que cela ne semble pas être le cas pour le protagoniste. Les chapitres 10, 11 et 12 décrivent un cachot qui ressemble déjà à un tombeau.
Le prisonnier est isolé, littéralement coupé du monde des vivants. Cette séparation souligne de nouveau l'opposition entre deux mondes, celui des vivants et celui des presque morts. En évoquant Jeanne d'Arc, Victor Hugo dénonce la peine de mort comme un outil souvent politique, favorisant les faux procès. Il argue que cette peine ne sert pas d'exemple, mais fait du criminel un exemple. Elle élimine les criminels sans offrir d'analyse ni de compréhension des causes de leurs actes. Hugo souligne également l'inefficacité dissuasive de la peine de mort, puisque le cachot du narrateur est toujours occupé, preuve que ces crimes continuent malgré les exécutions. Le chapitre 13, principalement descriptif, relate le ferrage des forçats. Dans un tableau réaliste, le narrateur décrit avec précision l'environnement, les deux cours de Bicêtre, les portes et les prisonniers qui assistent au spectacle. Pour appuyer cette description, il utilise un vocabulaire concret et technique, mettant en avant les apparences des personnages à travers les champs lexicaux du vêtement et du corps. Le cadre spatio-temporel est installé par des compléments comme sur, dans ou autour. À travers cette description, le narrateur délivre un message engagé. Victor Hugo cherche à émouvoir le lecteur grâce au registre pathétique, en insistant sur la torture et l'humiliation subies par les forçats. Pour le condamné à mort, il est insupportable de voir cette déshumanisation, perçue comme une punition supplémentaire. La déshumanisation des forçats est renforcée par le vocabulaire utilisé. Quelqu'un, les galériens. Le ferrage des forçats est un tableau réaliste, marqué par un cadre spatio-temporel précis. Par cette mise en scène, Victor Hugo vise à émouvoir le lecteur et à dénoncer l'inhumanité de la peine de mort. À travers le chapitre 14, le lecteur saisit à quel point les choses les plus banales deviennent un luxe pour les prisonniers. Dormir dans un lit devient un moment de bonheur pour le prisonnier. Si cela peut sembler relever de l'hyperbole, il n'en est rien ici. Cela permet à l'auteur de rappeler au lecteur la condition miséreuse du narrateur du récit. Après son passage à l'infirmerie, le prisonnier fait un récit factuel et très précis du départ des forçats au bagne. Le sentiment de sécurité que le simple confort d'un lit avait suscité chez le condamné se transforme en sentiment de colère. Le prisonnier montre alors, de nouveau, un changement radical de pensée. Lui qui ne souhaitait pas mourir préfère de nouveau la mort au bagne. C'est le retour du combat interne entre lutte et résignation. Dans les chapitres 15 et 16, nous pouvons voir la manière dont Victor Hugo a structuré son roman. On observe une claire alternance entre les chapitres dans lesquels le prisonnier nous conte des récits factuels et les chapitres dans lesquels il nous fait part des pensées qui animent son fort intérieur. On ressent également au cours de ce passage les différentes vagues d'émotions contradictoires ressenties par le narrateur qui oscille entre renoncement, espoir et rage. Victor Hugo, dans ses extraits, suscite de nouveau un sentiment de pitié chez le lecteur, le plaçant au plus proche du condamné, malgré qu'il ignore, paradoxalement, tout de lui. De cette manière, l'auteur relaye à un plan secondaire l'importance de l'identité du condamné, conférant ainsi une dimension plus universelle à son propos. Dans ce chapitre 17, Victor Hugo sublime la réalité du condamné. C'est une manière pour le prisonnier de se sentir en sécurité et de fuir la mort imminente. Nous pouvons aussi remarquer que lorsque le condamné ne rêve pas et ne modifie pas la réalité, il se replonge dans son passé. Cet enchaînement de chapitres introspectifs marque une parenthèse dans le roman. Elle anticipe d'une manière plutôt douce la suite de l'œuvre. Ce sont les dernières rêveries avant le retour brutal à la réalité. Ces trois chapitres 18, 19 et 20 constituent comme un retour brutal à la réalité pour le narrateur. L'accélération soudaine des événements dans le roman se traduit par la brièveté de ces trois chapitres. Après les chapitres introspectifs, le roman retrouve une action. Le son de la cloche et le geôlier faisant irruption dans la cellule du condamné symbolisent aussi ce changement d'ambiance brutal. Cette agitation du récit peut également être lue comme le reflet de l'agitation intérieure du protagoniste. La répétition de la phrase « c'est pour aujourd'hui »
retranscrit alors la panique naissante chez le condamné, confronté de plus en plus directement et concrètement à sa mort. En effet, si le condamné passe tout le début du roman à imaginer la mort, c'est la première fois qu'il l'entrevoit vraiment. De plus, la personnalisation de la prison sous les traits d'un être monstrueux dévorant les âmes des détenus termine de concrétiser la peur du narrateur qui se tient désormais presque face à lui. Enfin, l'usage d'un registre lyrique ponctué d'interjections à la forme exclamative permet d'illustrer le désespoir animant le condamné. Ce chapitre 21 marque un tournant dans le roman. Désormais, le prisonnier n'espère plus, il sait qu'il va mourir et accepte son sort, peut-être pour la première fois. C'est aussi la première fois qu'il reçoit la visite d'un prêtre. C'est l'entrée d'un nouveau personnage de ce roman, mais également l'introduction de la dimension religieuse de la mort. Le prisonnier perd progressivement la notion de temps et se renferme sur lui-même. La scission entre le monde extérieur et lui, débutée au début du roman, touche à son aboutissement. Dans le chapitre 22, essentiellement descriptif, le narrateur décrit le chemin qui le dirige vers la mort. Il nous rapporte également les mots prononcés par une vieille femme sur son passage, affirmant qu'elle aime encore mieux cela que la chaîne. La remarque de cette femme est dénuée d'empathie. Victor Hugo s'en sert pour jouer sur un raisonnement affectif du lecteur. En montrant cette femme avide de sang, il incite le lecteur à ne pas vouloir s'identifier à elle. L'auteur montre une certaine ironie par l'emploi d'une antiphrase soulignant la barbarie de cette vieille qui savourerait la misère d'autrui comme un alcool. La vieille femme savoure au plus haut point la punition du condamné. Plutôt que de plaindre celui qui va vers son exécution, elle jouit de manière inhumaine du châtiment. Il est évident qu'Hugo ne partage pas cette horrible appréciation. C'est un argument contre la peine de mort. Hugo dénonce la justice qui se donne en spectacle et offre des jouissances délétères. Dans le chapitre 23, on observe une différence de rang social entre le narrateur et l'autre condamné dont il fait la rencontre en cellule. Cette différence s'illustre par sa manière de parler, parfaitement retranscrite par l'auteur grâce à l'emploi de l'argot, mais également par son intérêt presque avide pour la redingote du narrateur. Le lecteur apprend, déduit alors de nouveaux éléments sur le narrateur. Le condamné est un homme d'assez bonne condition. Victor Hugo illustre une nouvelle fois l'universalité de son discours contre la peine de mort. Cette dernière nous concerne tous. Le comportement et les sentiments ressentis par le condamné au chapitre 24 nous montrent une nouvelle facette du personnage. Présenté comme relativement calme depuis le début du roman, mais se mettant complètement hors de lui pour la première fois. Nous pouvons penser que la torture morale endurée par sa détention et sa condamnation commence à sérieusement l'user. Enfin, dans le chapitre 25, lors de son transfert dans l'autre cellule, le narrateur demande seulement de quoi écrire et un lit. C'est tout ce dont il pense avoir besoin à ce moment précis. Victor Hugo glisse une note d'ironie lors de l'arrivée du gendarme venu le surveiller et lui apporter un lit. Il se crée en effet un paradoxe. Le gendarme veille sur la vie du condamné afin qu'il puisse être conduit sain et sauf à l'échafaud. Dans le chapitre 26, nous sommes à mi-chemin du récit et le condamné craint pour la sécurité de sa fille après son exécution. Cet extrait nous montre la souffrance du condamné dans la solitude. L'emploi de la narration interne permet au lecteur d'accéder aux réflexions intimes du condamné. Et nous comprenons qu'il souhaite échapper à sa solitude émotionnelle en pensant à sa fille. Victor Hugo utilise de nouveau un registre pathétique afin de susciter de l'émotion chez le lecteur. De plus, la tragédie du sort du condamné démontre ainsi son inévitabilité. En effet, la précision temporelle encore 6 heures accentue la certitude de sa mort. Le contraste entre l'innocence de Marie et la damnation de son père est aussi évoqué par l'antithèse bien-aimée et honte et horreur. L'incertitude de l'avenir de sa fille innocente est donc le message principal de sa tirade,
ce que Victor Hugo dénonce comme une des conséquences affreuses de la peine de mort. L'idée de punir un criminel ainsi que ses proches permet à Victor Hugo de développer un nouvel argument contre le système injuste de la peine de mort. En résumé, en commettant un crime contre la loi, la justice condamne sa fille par la même occasion en la privant de son père. Victor Hugo rend ainsi cette scène pathétique et tragique par la déshumanisation du condamné, torturé par les regrets et la culpabilité, de manière à dénoncer l'injustice de la peine capitale. L'enchaînement des chapitres 27, 28 et 29 est de nouveau très rapide. Le chapitre 27, le plus long des trois, s'attarde sur l'instrument qui conduit à la mort, la guillotine. C'est le premier chapitre qui lui est entièrement consacré. Les mots choisis par l'auteur montrent le dégoût qu'il éprouve pour cet instrument. Dans le chapitre 28, le narrateur plonge à nouveau dans ses souvenirs. Cependant, cette fois, ce n'est pas pour échapper à la réalité, mais au contraire pour illustrer ce qu'il explique dans le chapitre précédent. Ce passage du roman est directement inspiré de la vie de Victor Hugo, ayant aperçu la guillotine place de la Grève. C'est d'ailleurs cette vision qui lui inspira l'idée d'écrire ce roman. Enfin, le chapitre 29 dénote avec les deux précédents. Le narrateur change radicalement de sujet et d'état d'esprit en espérant de nouveau une grâce. Victor Hugo souligne une nouvelle fois l'alternance constante entre espoir et désespoir qui anime le condamné depuis le début du roman. Dans le chapitre 30, l'auteur nous présente le personnage du prêtre, détaché par rapport à la gravité de la situation. Victor Hugo insinue, à travers ses lignes, que la peine de mort est presque devenue une chose banale, commune pour tous. Le chapitre suivant permet à Victor Hugo d'insister encore plus lourdement sur le fait que la mort n'est plus un acte dramatique. Le condamné, qui est censé vivre un moment essentiel avec le prêtre, est coupé par un architecte qui vient prendre les mesures de la cellule. La situation est quasi surréaliste. Un homme plongé dans ses dernières pensées avant d'être exécuté devient une chose tellement banale que des travaux viennent faire irruption. La mort ne choque plus personne et n'a plus aucune valeur aux yeux des gens. Seule la personne concernée accorde de l'importance à la mort. Le chapitre renvoie à la même idée. Le gendarme, qui devrait avoir de la peine pour le condamné vivant ses dernières heures, ne pense qu'à une seule chose: trouver les 3 numéros gagnants de la loterie. Enfin, durant les chapitres 33 jusqu'à 37, le prisonnier tente de nouveau d'échapper à la mort. Il alterne entre souvenirs d'enfance et descriptions. Il pense à la vie en dehors de la conciergerie qui continue aux occupations des habitants de Paris. Le narrateur prend le temps de nous expliquer en détail sa visite de Notre-Dame lorsqu'il était enfant. Il se protège en essayant d'oublier sa condition. Et chaque pensée qui lui vient à l'esprit permet de fuir un peu plus longtemps la réalité. Dans les chapitres 38 jusqu'à 41, le condamné appréhende l'échafaud et s'interroge sur la douleur ressentie. Bien qu'il sache son destin scellé et sa fin proche, il fait preuve de beaucoup de lucidité. Il utilise même l'humour noir en se moquant de ceux qui prétendent que la douleur n'est pas ressentie, étant donné qu'ils n'en savent rien. L'usage de questions rhétoriques prend alors une tournure ironique. Cet usage permet également d'impliquer le lecteur afin de mieux illustrer l'absurdité de cette idée. Dans le chapitre 40, le narrateur compare sa situation à celle du roi. Victor Hugo remet en évidence le pouvoir de vie ou de mort que la justice, incarnée par la figure royale, a sur le condamné. Le chapitre 41 est, quant à lui, structuré différemment. Le prisonnier parle avec un ton de plus en plus assuré et semble enfin accepter la mort avec courage. Cependant, plus nous avançons dans le chapitre, plus le registre devient pathétique. Le narrateur qui commençait ce chapitre calmement le finit en panique. Ses réflexions ne jouent plus en sa faveur. Quoi qu'il fasse, il mourra, et il n'y est pas préparé. On voit ici, une fois de plus, à quel point les vagues d'émotions qui animent le narrateur sont extrêmes et varient en très peu de temps.
Le rêve fait par le narrateur dans le chapitre 42, avant l'arrivée de sa fille, semble de nouveau être un moyen pour lui d'échapper à la réalité. Ce n'est désormais plus sa mémoire, mais son imaginaire qui l'aide à s'évader. Enfin, la promesse de la venue de la fille du narrateur à la conciergerie dans le chapitre 43 est un événement porteur d'espoir et de joie pour lui. À son arrivée, le prisonnier oublie, pendant quelques instants, sa sentence. Cependant, ce moment de bonheur tourne vite au cauchemar puisque sa fille ne le reconnaît pas. Ce moment, qui devait être une source de joie immense, le précipite dans un profond désespoir. Plus rien ne le retient désormais. Les chapitres suivants s'enchaînent à un rythme soutenu. Le prisonnier s'imagine la foule qui sera présente lors de son exécution. Contrairement à d'habitude, il ne se sert pas de son imagination pour fuir la réalité, mais cette fois pour la devancer. Le chapitre 47 nous montre l'accélération des événements que le condamné subit. Il s'agit d'illustrer à quel point ce dernier n'est définitivement plus maître de son destin. La cruauté de la condamnation est illustrée par le refus pour lui d'adresser un dernier mot à sa fille. Le condamné est totalement déshumanisé et est simplement devenu le fantasme morbide de la foule avide de sang venue assister à son exécution. Les 2 derniers chapitres du roman nous présentent un témoignage bouleversant et horrifiant des dernières minutes de vie d'un homme. Le récit de son exécution est présenté comme une scène presque joyeuse et vivante, caractérisée par la foule enthousiaste. La joie et la vivacité de cette foule contrastent avec la solitude et le désespoir profond du condamné. On observe également une dichotomie entre le point de vue du narrateur et celui de la foule. En effet, la focalisation interne autorise l'expression des émotions intimes du personnage. On relève les réactions émotionnelles du narrateur qui soulignent les réflexions subjectives du personnage pendant la scène. À l'inverse, la foule est anonyme et perçue comme une seule et même masse, dénuée de compassion et de sentiment. La cruauté de la peine de mort est également illustrée à travers la monstruosité de cette foule qui raille les forçats et le narrateur. Cette raillerie est caractérisée par le champ lexical du bruit et des cris, enlevant toute identité humaine à la foule. De plus, la métaphore marchand de sang humain souligne l'exploitation de la peine de mort pour leur propre gain économique, renforçant l'absurdité et l'immoralité de la peine capitale. L'exécution est montrée comme un processus froid, à l'organisation implacable, illustrant par là son caractère inhumain. Le supplice du condamné est souligné par la forte présence du vocabulaire soulignant la torture psychologique. L'intensité du dernier voyage du condamné réside dans la vivacité et la tragédie de son témoignage, ainsi que dans les perceptions dichotomiques entre le narrateur et la foule qui l'entoure. Ces caractéristiques aident à souligner le symbolisme d'une mise à mort cruelle pour condamner la peine de mort de manière implicite. Dans le dernier chapitre, Victor Hugo présente la peur du héros comme une peur commune à tous les condamnés à mort. La situation extrême est toutefois habituelle pour le juge, le commissaire, le magistrat et le bourreau. Ils veulent accomplir la tâche le plus vite possible de façon à en être débarrassés. Grâce à ses descriptions courtes, efficaces et son vocabulaire précis, Victor Hugo raconte son histoire à la manière des courants réalistes du XIXe siècle. La conclusion du roman sur les termes « 4 heures » illustre le caractère implacable de l'exécution, sans retour possible. À travers ce chapitre de conclusion, Victor Hugo remet la volonté de vivre du narrateur au centre de l'attention du lecteur. L'auteur nous rappelle par ce biais la dimension inhumaine de la condamnation à mort, ce qui est la base de son plaidoyer contre la peine capitale. Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire. D'abord, parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. S'il ne s'agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. À quoi bon la mort? Vous objectez qu'on peut s'échapper d'une prison? Faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries?
Pas de bourreau où le geôlier suffit. Mais reprendons, il faut que la société se venge, que la société punisse. Ni l'un ni l'autre. Se venger est de l'individu, punir est de Dieu. La société est entre deux. Le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous. Rien de si grand et de si petit ne lui sied. Elle ne doit pas punir pour se venger, elle doit corriger pour améliorer. Transformer de cette façon la formule des criminalistes, nous la comprenons et nous y adhérons. Reste la troisième et dernière raison, la théorie de l'exemple. Il faut faire des exemples. Il faut épouvanter par le spectacle du sort réservé aux criminels ceux qui seraient tentés de les imiter. Voilà bien à peu près textuellement la phrase éternelle dont tous les réquisitoires des 500 parquets de France ne sont que des variations plus ou moins sonores. Eh bien, nous nions d'abord qu'il y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on en attend. Loin d'édifier le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité, partant toute vertu. Les preuves abondent et encombreraient notre raisonnement si nous voulions en citer. Nous signalerons pourtant un fait entre 1000, parce qu'il est le plus récent. Au moment où nous écrivons, il n'a que 10 jours de date. Il est du 5 mars, dernier jour du carnaval. À Saint-Paul, immédiatement après l'exécution d'un incendiaire nommé Louis Camus, une troupe de masques est venue danser autour de l'échafaud encore fumant. Faites donc des exemples. Le Mardi Gras vous rit au nez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.